Dans cette vidéo, on va commencer à utiliser l'API de Unity pour pouvoir, donc, dans un premier temps, déplacer un objet. Donc, on a vu comment s'organiser la documentation, et maintenant on va, avec certains mots-clés, pouvoir fouiller dans cette documentation pour pouvoir, donc, déplacer un objet. Donc, dans un premier temps, on va faire un déplacement simple. Donc, on a notre sphère qui est sur l'écran, on a notre caméra qui, pour l'instant, est placée à cet endroit-là. Alors, on pourrait peut-être avec les gizmos ici, la baisser un peu pour que vous voyez au niveau du caméra preview ici, on a l'accès à ce que voit la caméra, on pourrait la déplacer un petit peu vers le bas. On pourrait aussi, par exemple, dans l'inspecteur, vous voyez que on a un composant caméra. Ce composant caméra possède donc un background donc, qui est une information de couleur qu'on pourrait par exemple changer en, je sais pas, en gris par exemple, gris clair. Donc maintenant quand on lance le jeu, eh bien ces modifications ont été affectées et vous voyez que on a un fond gris. Donc par exemple ça peut être une des manières de configurer une caméra si on veut donc faire un exemple plus joli qu'avec le fond bleu. Donc je vous propose ensuite de créer un nouveau script. Alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va retirer à notre GameObject le Hello World script. Donc on clique droit et Remove Component. Voilà, comme ceci. Je vais nommer mon GameObject Sphere. Comme ça, on le repérera directement. Ce ne sera pas GameObject tout simplement. Je vais ensuite venir faire un clic droit, créer un nouveau JavaScript que je vais appeler MoveBall. Et je vais plutôt appeler ball mon GameObject. Voilà, pour être en concordance avec le script, le nom du script. Donc je glisse mon script sur mon GameObject, donc il apparaît à cet endroit-là. Vous remarquez que le script devient un nouveau composant. Et je vais ouvrir ce script en double-cliquant ici. Donc ça va me lancer MonoDevelop avec normalement mon script. Voilà, donc je peux quitter le helloworld.js. Donc on se retrouve avec la même configuration que tout à l'heure, enfin que dans les premières vidéos. Un nouveau script. Et on va pouvoir donc commencer à travailler sur un déplacement. Donc notre balle, vous avez remarqué qu'elle a un composant transform. Donc je vous l'avais dit, le composant transform est le composant par défaut de tout GameObject qui est dans la scène. Donc tout GameObject. Et on peut y accéder. Si on va donc dans la documentation, on peut y accéder via une instance de cette classe transform qui se trouve dans la classe component. Donc si je regarde component, je clique dessus, je remarque que dans component, donc dans la classe component, on a déclaré une variable qui s'appelle transform, et que c'est donc exactement de la même manière que l'on instancierait une classe, et que donc cette classe qui permet donc de créer l'instance transform, eh bien elle est de la classe transform avec un T majuscule. Alors notez bien la différence entre le T minuscule ici, donc ceci représente la variable, et ici ça représente bien la classe. Vous voyez même qu'on peut cliquer dessus, et d'ailleurs quand on rentre dans la classe transform, on voit bien que la classe transform, elle aussi, donc, enfin, c'est pas elle aussi, c'est elle hérite de component, et en plus, si on descend, on voit que, bien sûr, transform est une variable héritée, donc est un des membres hérités donc de la classe, puisque, effectivement, si on clique dessus sur transform, on remarque que ça se trouve dans component, la déclaration. Donc, par conséquent, donc maintenant, si on clique sur transform, on peut accéder à toutes les variables de la classe transform depuis cette instance transform, avec un T minuscule. Donc, on va pouvoir, de la manière la plus simple possible, par exemple, aller dans la fonction update, qui, je le rappelle, est la fonction de mise à jour, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose à modifier en temps réel, on va le faire dans la fonction update. Donc là, on veut accéder à cet objet. Cependant, le script est déjà un composant de l'objet. Donc, on peut directement soit accéder à la variable transform, soit utiliser le mot-clé this qui rappelle tout simplement le fait que c'est par rapport à cet objet que l'on veut effectuer la modification. Donc, dans ce cas-là, this, ça veut dire, on parle de l'objet sur lequel est attaché le script MoveBall en l'occurrence. On aurait pu aussi faire GameObject, qui tout simplement
référence aussi cet objet. Donc nous on va utiliser this pour... ce mot-clé est aussi utilisé dans pas mal d'autres langages de programmation. Donc c'est une approche qui va être plutôt générale en programmation. Donc on va faire this.transform, c'est-à-dire qu'on va accéder à cette instance qui a été réalisée, qui instancie donc la classe transform avec un T majuscule. Et donc via cette variable, on peut accéder à tous les membres de la classe transform avec un T majuscule. Donc là par exemple il y a une fonction translate, donc je double-clique dessus, et entre parenthèses de cette fonction translate, si on retourne dans la documentation, vous voyez qu'on a la fonction translate, et entre parenthèses de cette fonction, on va lui passer la translation, qui sera de type vector3, là on va voir dans quelques instants de quoi il s'agit, et ensuite relative to l'espace, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez, dans ce cas-là, que l'on soit relatif par rapport à l'espace de la balle, du GameObject en question, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'on garde l'orientation du GameObject, ou est-ce que vous voulez qu'on se réfère par rapport aux positions globales du monde? Alors je vais m'expliquer. Vous remarquez qu'en haut vous avez un bouton global local. Par exemple là je suis en mode local, c'est-à-dire que si par exemple je déplace mon gizmo, avec mon gizmo ma balle, et bien j'ai les axes qui sont orientés en fonction de la balle. Si je fais une rotation comme ceci et que je réappuie sur donc mon transform, bien donc là je suis en global, donc si je passe en local, vous remarquez que mon gizmo a changé de position, c'est-à-dire que je suis dans l'espace du GameObject. Si je suis en global, je suis référencé par rapport à la position, donc aux transformations dans le world, c'est-à-dire qui se réfère par rapport aux axes du monde en entier. Donc c'est un ensemble. Donc là en l'occurrence, donc ce que je vais faire, c'est que je vais resetter la rotation directement ici à 0, 0, 0. Et donc là, je veux passer, donc comme on l'a vu dans la documentation, en paramètre un vecteur 3 et ensuite un autre paramètre qui sera, donc dans ce cas-là, optionnel. Si on ne remplit pas ce paramètre, ça sera automatiquement, le mouvement sera automatiquement considéré dans un espace local, puisque self veut dire propre, c'est-à-dire donc l'espace propre à l'objet. Donc la fonction translate permet quoi? Moves the transform in the direction and distance of translation, c'est-à-dire que ça va donc déplacer l'objet dans la direction et la distance de ce que l'on va préciser, c'est-à-dire du vecteur 3. Alors un vecteur 3, c'est tout simplement comme un vecteur en 2D, donc ça peut remonter à loin pour le programme de maths, de je crois collège ou lycée. En fait, un vecteur, on va le rappeler très rapidement, c'est tout simplement une entité mathématique qui permet donc de donner une direction, ainsi que donc on peut aussi donc donner une direction, un sens, et on peut aussi donner une distance de ce vecteur, une longueur de ce vecteur. Alors ça, c'est pas important dans ce cas-là, mais retenez-le quand même. La longueur d'un vecteur, c'est ce qu'on appelle magnitude en anglais. Donc la magnitude d'un vecteur, c'est la longueur du vecteur. Donc dans Unity, ça sera un terme que l'on peut retrouver dans certaines classes, etc., dans la documentation. Donc là, en l'occurrence, on n'utilise pas un vecteur tout simple, on utilise... alors quand je parle de vecteur tout simple, c'est un vecteur qui pointe juste dans un repère en 2 dimensions, c'est-à-dire juste avec x, y. Là on utilise un vecteur 3 qui pointe dans un environnement 3 dimensions, c'est-à-dire que on va donner une direction et un sens à ce vecteur dans un monde en 3D, donc avec x, y, z. Donc ce que je peux faire, c'est directement ici, renseigner soit 3 paramètres, par exemple si je veux faire monter ma balle vers le haut, eh bien ça sera l'axe Y, c'est-à-dire l'axe vert, on peut le repérer aussi là. Si je veux déplacer sur Z, eh bien ça sera l'axe bleu, etc., etc. Donc nous par exemple, donc, je vais mettre par rapport à ma caméra et voir quel axe correspond auquel. Donc là je pense que sur Z on va pouvoir déplacer
horizontalement par rapport à la caméra. Donc ce que je vous propose, c'est ici de renseigner la coordonnée de l'axe Z. Donc là, ce que l'on va faire, c'est 0,0 et ici, on va mettre par exemple une vitesse de 0,02 en Z, c'est-à-dire que ça va se déplacer positivement en Z. Donc on va faire le test, on lance le jeu, ah, là ça recule, c'est-à-dire X, Y, Z, c'est-à-dire qu'en fait, la caméra est placée comme ceci. Voilà. Donc, elle regarde dans ce sens. Donc, nous, c'est X, en fait, qu'on aurait dû modifier. Donc, premier paramètre, c'est X. Ensuite, Y et Z. Donc, si on regarde, on lance le jeu, vous remarquez que la balle se déplace bien horizontalement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour que ça soit plus concret, on va... donc là, on a une caméra qui regarde en 3 dimensions. Nous, on va faire passer la caméra en orthographique. Parce que là, vous remarquez que quand on lance le jeu, très rapidement, la balle a tendance à s'étirer sur les côtés parce qu'on n'a pas la bonne résolution d'écran, etc. Nous, pour l'instant, on va le faire passer en orthographique pour faire nos tests. Donc là, il suffit de trouver le bon angle pour la caméra orthographique. Vous remarquez que cette caméra orthographique, c'est celle-ci, c'est toute la boîte. Alors moi, je vais la mettre de 10, non, peut-être de 2, voilà. Et en fait, c'est une caméra qui va tout simplement projeter tout ce qu'elle voit en 2 dimensions. Donc normalement, quand je relance le jeu, vous remarquez que là, j'ai pas de problème pour le déplacement, j'ai pas d'étirement. Donc, le problème, donc en fait, vous avez compris que les valeurs du vecteur 3 sont comprises comme étant des vitesses. Donc, translation.vector3 ici, c'est les paramètres que l'on a renseignés. Vous avez remarqué qu'après, on n'a pas renseigné le paramètre puisque par défaut, il se réfère par rapport à l'axe local. C'est-à-dire, si je retourne dans Unity et que je décide de par exemple faire une rotation de ma balle comme ceci, c'est-à-dire que en local, la balle va partir sur l'axe X comme ceci, je teste, et bien vous voyez que la balle monte puisqu'elle est référée par rapport à son axe local. Je vais la remettre droite, je sauvegarde, je retourne dans mon script, donc je vous ai bien dit ici que ça renseignait un vecteur 3, alors il y a la manière noble de décrire le code, ça serait aussi de renseigner donc un vecteur 3 comme ceci, c'est-à-dire de bien préciser qu'il s'agit d'un vecteur 3, donc d'une nouvelle création de vecteur 3. Au passage, si on regarde vecteur 3 dans la documentation, on s'aperçoit que c'est ni une classe, ni une fonction, ni une variable, il s'agit d'une structure. Donc, alors un struct, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de classe, mais une classe allégée. C'est une classe qui ne peut pas avoir de relation d'héritage. C'est une classe qui ne peut pas posséder des variables privées. Donc, c'est-à-dire, c'est une classe qui, c'est une petite classe. En général, c'est pour déterminer des petites choses. Là, vous voyez, en l'occurrence, on détermine des petites choses comme, par exemple, les variables x, y, z. Dans la normalisation, c'est donc un vecteur qui fait juste 1 de coordonnées de longueur. La magnitude, donc comme je vous en avais parlé, return the length of this vector, c'est-à-dire la longueur de ce vecteur. Donc, vous remarquez qu'en fait, ici, dans la structure, on a uniquement des petites opérations qui n'ont pas besoin d'être contenues dans une classe, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir d'héritage, il n'y a pas besoin d'avoir de variables privées. Alors, une variable privée, une variable publique, on en avait, je crois, vaguement parlé. Private, ça veut dire que la variable est accessible uniquement dans son contexte, et public, ça veut dire qu'elle est accessible partout. Par exemple, si on met une variable à l'intérieur d'un script qu'on la détermine comme étant private, elle ne sera pas accessible dans l'interface, comme on avait vu au début, en modification dans l'interface, dans le composant du script dans l'interface. Alors que si on la met publique, et c'est ce qui est fait par défaut, donc on n'a pas besoin de renseigner public, et bien la variable apparaîtra. Donc c'est une manière donc de donner l'accès, donc de donner un accès à une variable, ou aussi à une fonction. Donc là, il n'y a aucun membre d'une structure qui peut être privé, tout doit être public, et en plus, une structure ne peut pas avoir
deux notions d'héritage, c'est-à-dire que on peut pas faire une nouvelle classe qui hérite de structure, ou on peut pas faire structure qui hérite d'une autre classe. Donc c'est une petite classe. Donc cette sorte de classe, donc cette structure, vous voyez qu'ici, donc on l'appelle et on réalise, eh bien, tout simplement, on renseigne, pardon, tout simplement ces valeurs. Eh bien, je pense que donc ça devrait être bon pour ce qui est de cette partie. Donc on a vu comment faire donc une translation, c'est-à-dire donc un mouvement de translate à partir de l'instance transform. Alors je vous avais dit qu'on pouvait aussi accéder à cette variable via GameObject qui représente exactement la même chose. Donc si on teste, ça devrait fonctionner de la même manière, vous remarquez. En fait, GameObject représente aussi l'objet sur lequel est attaché le script, et on aurait pu aussi ne rien mettre, c'est-à-dire ne pas mettre this, parce que le script, comme il est attaché directement au GameObject, il sait forcément que on veut aller récupérer l'instance transform quand on écrit transform dans le script. Donc ça marche aussi. Alors après, donc il y a d'autres manières d'accéder à la méthode translate. On verra ça juste dans la prochaine vidéo, je vous propose, pour donc découvrir une nouvelle notion vraiment intéressante qui permet via le script de récupérer un composant. Donc je vous dis à tout de suite dans cette vidéo.